France a toujours entretenu des relations ambivalentes avec Israël. D'une part, il y a des intérêts en commun et d'autre part, la France considère que les relations avec le monde arabe et musulman sont d'intérêt social. Effectivement, Daniel, dans notre magazine Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël dans sa région, nous revenons aujourd'hui sur les relations France-Israël concernant en fait 3 dossiers brûlants. Tout d'abord, la Cour pénale internationale de justice de La Haye, où la France joue un rôle, évidemment. Deuxièmement, le dossier iranien et aussi, subséquemment, le dossier palestinien et l'ensemble des relations France-Israël. Alors, avec nous en ligne pour aborder ce sujet, la docteure Tzila Hershko. Bonjour et shalom, docteur Hershko. Bonjour, shalom. Vous êtes ex-enseignante en sciences politiques et en culture française en hébreu, en fait à l'université Bar-Ilan, et actuellement vous êtes spécialisée dans l'histoire des relations entre la France et Israël. C'était l'un de vos fils conducteurs de recherche en tant que chercheuse justement principale au centre Begin Sadat d'études stratégiques à l'université Bar-Ilan en Israël. Vous êtes aussi chercheuse associée à l'Institut d'études de la Shoah, toujours à l'université Bar-Ilan, et vous avez été l'auteur de plusieurs ouvrages que je ne vais pas avoir le temps de citer, mais j'en citerai 2. Un qui concerne notre sujet, qui s'intitule « Entre Paris et Jérusalem, la France, le sionisme et la création de l'État d'Israël », qui est paru à 2 reprises, je crois, en 2000 et 2003. Et puis, vous avez fait une étude plus récente qui s'intitule « Ceux qui marchaient dans le noir verront la lumière », avec comme sous-titre « La résistance juive en France pendant c'est-à-dire l'Holocauste et la résurrection entre 1940 et 1949. Alors, si vous voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet avec nos 3 dossiers qui sont donc, je le disais, la Cour pénale internationale de justice. Pour commencer, pensez-vous, docteur Hershko, que la récente décision de la commission procédurale de la Cour pénale internationale, qu'on appelle la CPI de La Haye, où en fait, parmi les 3 juges qui siègent dans cette instance, siège un juge français, qui d'ailleurs a donné son feu vert début février à une enquête d'incrimination de l'État hébreu pour de prétendues violations des droits de l'homme par Tsahal dans les territoires palestiniens. Est-ce que vous pensez que cette position française, qui est a priori seulement juridique, pourrait envenimer les rapports entre Jérusalem et Paris ? Les juges français ne représentent pas la France et à la Cour pénale internationale. Il est censé être indépendant. Et cela dit, le juge Marc Perrin de Brechambault est très respecté en France. Et il est un ancien haut fonctionnaire français. Et la France ne s'exprime pas officiellement sur la question de la compétence du tribunal pénal international CPI. Et lors des délibérations devant le CPI, les pays membres avaient la possibilité de soumettre à la Cour leur position juridique sur les dossiers. La France n'a pas soumis et n'a pas communiqué sa position à la Cour, contrairement à d'autres pays tels que l'Allemagne, la République tchèque, l'Australie, etc., et qui ont soumis des commentaires officiels à la Cour dans lesquels elles ont soutenu la position israélienne selon laquelle le tribunal n'était pas compétent. La France a préféré de ne pas prononcer malgré le fait que son opinion aurait pu avoir un impact sur la décision de la Cour. Peut-être la France ne voulait pas phraser l'autorité palestinienne, et peut-être elle a préféré qu'Israël reste sous pression sur cette question. Et la France sait aussi le risque juridique potentiel que les décisions de la Cour créées pour les soldats français en opération en dehors de la France, par exemple les Sahel. Et là, cela est enfin, la France sait également que la polémique autour des décisions récentes de la Cour risque d'affaiblir la Cour et sa capacité à remplir. Je voudrais ajouter encore une phrase.
que dans ce contexte, il me semble que la décision française de ne pas se prononcer a été une erreur. Merci. Ah, bien. Mais plus généralement, si on élargit le zoom en vous reposant la même question, non plus seulement à l'échelle de la France, mais à l'échelle de l'Union européenne, pensez-vous que cette décision qui paraît technique et juridique, mais qui a un impact politique immédiat, ne va-t-elle pas, cette décision, faire aussi monter les tensions plus généralement entre Israël et l'Union européenne? D'autant que, sans maintenant parler de la France, l'Union européenne finance, je ne crois pas me tromper, à 60% du budget de la Cour internationale pénale et donc il y a là une espèce d'acharnement juridique contre Israël qui pourrait tendre à nouveau les relations entre Bruxelles et Jérusalem. Bon, c'est vrai qu'il existe des profonds désaccords entre Israël et l'Union européenne, et particulièrement au sujet du conflit israélo-palestinien. L'Union européenne critique souvent unilatéralement Israël, mais tous les pays de l'Union européenne ne sont pas nécessairement d'accord avec cette ligne. Par exemple, dans les votes à l'ONU, des pays tels que l'Allemagne et l'Europe de l'Est souvent ne sont pas d'accord avec la ligne européenne ou s'abstiennent. Alors, il y a quelque chose quand même d'optimisme ici. Oui, il n'y a pas une opinion unique et fermée comme il y a quelques années, effectivement. Alors maintenant, le second thème de notre entretien, c'est le sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, les tensions avec l'Iran. Alors concernant cet épineux dossier du nucléaire iranien, bon, à propos duquel, on l'avait dit dans une de nos émissions précédentes, le président Macron a fait d'importantes déclarations début février. Pouvez-vous nous résumer exactement quelle est la position de la France? Est-ce que Paris, cette fois-ci, se démarque, je dirais, un petit peu de la position, des prises de position assez pro-iraniennes de l'Union européenne et surtout de son responsable de la diplomatie, Monsieur Joseph Borrell, qui a fait des déclarations récentes en montrant bien qu'il voulait à tout prix sauver l'accord de Vienne et surtout, il s'est déclaré favorable à une levée des sanctions contre Téhéran imposées par l'administration Trump, mais toujours maintenu par le nouveau président Biden. Les choses évoluent vite. C'est vrai que à Washington, entre Washington et Téhéran, on campe sur des positions et les choses risquent d'évoluer. Mais il y a quand même à Paris, il y a une sorte de démarcation par rapport à Bruxelles et à Borrell sur ce qu'il conviendrait de faire. Ok, alors je vais commencer avec un petit peu d'histoire parce qu'elle est. Et la politique de la France à l'égard du dossier iranien reste assez cohérente depuis plusieurs années. Et lors des négociations avec l'Iran qui ont mené à l'accord de 2015, la France a été parmi les pays qui ont exprimé les positions les plus fermes à l'égard de l'Iran. Il faut quand même souligner ça. Cependant, face à la position du président Obama qui voulait un accord à tout prix, la France a fini par accepter l'accord qui a été conclu tout en sachant que l'accord était loin d'être parfait. Après l'élection du président Trump, Macron a essayé sans succès de convaincre Trump de ne pas se retirer de l'accord, mais plutôt d'ouvrir des négociations avec l'Iran afin d'obtenir des concessions supplémentaires de la part des Iraniens. Et enfin, les efforts diplomatiques de Macron n'ont pas connu de succès, mais l'élection de Biden change bien sûr complètement la donne. Les objectifs de la France restent les mêmes. Premièrement, de sortir de la crise en exigeant de l'Iran des engagements supplémentaires sur les armes balistiques et les compétences régionales de l'Iran. La France souhaite également trouver une solution pour les problèmes l'après les années 2025. Oui, la période c'est ça, oui. On a d'autres deux. La France souhaite jouer un rôle central dans les négociations avec l'Iran
Et troisièmement, la France souhaite s'assurer qu'au cas d'élever des sanctions contre l'Iran, les entreprises françaises pourront reprendre les réformes commerciaux en Iran. Voilà. Voilà, et la France, en fait, d'après les déclarations de Macron d'il y a quelques semaines, redoute au fond une course au nucléaire au Moyen-Orient et veut, en fait, comme vous le disiez en détaillant sa position, veut reprendre le dossier de manière sérieuse. Je crois que c'était la phrase de Macron. On va essayer de renégocier les contours de l'accord de Vienne en impliquant tous les parties intéressées. Et il a proposé, je le rappelle aux auditeurs, il a proposé alors que l'Arabie Saoudite soit partenaire des nouvelles négociations, ce qui évidemment pour l'instant est exclu par Téhéran. Alors, en ce qui concerne toujours ce dossier, malgré cette position, comme vous le disiez, assez cohérente et ferme de Macron, la France tout de même continue à ce stade-là, et compte tenu qu'on est plutôt dans une phase diplomatique, même si chacun tire la couverture à soi, la France continue-t-elle ou non d'exclure toute intervention militaire contre l'Iran, qui quand même, il faut le dire, a violé plusieurs clauses de l'accord de Vienne, et qui a surtout, la France a protesté avec l'Europe contre ceci, qui a surtout accéléré sa fabrication d'uranium enrichi ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui surtout, comme vous le signaliez à l'instant, continue de fabriquer des missiles balistiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que la France est exigeante, mais quelle est sa position par rapport au risque que la situation ne dérape des tapis rouges diplomatiques vers des affrontements sur le terrain? Bon, alors, il faut souligner que le projet nucléaire iranien est une source d'inquiétude majeure pour tout le monde. Et il a déjà été prouvé clairement par Israël que l'Iran ne respecte pas les règles d'accord. Donc, une attitude conciliante envers l'Iran va contribuer à la transformation de l'Iran en un pays doté d'armes nucléaires. Cela conduira à une course aux armements nucléaires au sein de tous les pays dans la région. Ça risque d'être ça. Et la France, je pense que la France fait une erreur par être, disons, optimiste sur l'attitude de l'Iran. Lorsque l'Iran va atteindre les points de non-retour, l'Iran utilisera ses armes pour menacer l'Europe. Il était impossible de croire au régime des ayatollahs. Oui, alors le fait est que on a l'impression, comme vous le disiez, que ça c'est une question que j'ajoute là, mais que le changement de président à Washington encourage d'une certaine manière l'aspect négocié, mais on a l'impression aussi que, bon, Washington c'est un sujet en soi, mais le président démocrate Biden, mais aussi à Paris, on a l'impression qu'il y a une certaine naïveté, comme ça on va recommencer à négocier avec les Iraniens, et puis eux vont gagner du temps grâce à cette négociation. Ils sont d'ailleurs très experts dans la manière de mener les négociations et de rouler finalement les Occidentaux, les Américains et particulièrement les démocrates, et aussi peut-être aussi les Européens dans la farine, comme on dit en français, rouler dans la farine pour gagner du temps et faire avancer leur armement sur le terrain. Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que ce que vous disiez, c'est ça l'erreur de la France, cette naïveté qu'on retrouve pas seulement à Washington mais aussi à Paris? Elle n'est pas naïve. Je pense que la France n'est pas naïve. Et peut-être Biden, il est toujours naïf, mais quand même, il a montré à l'Iran qu'il est préparé de faire également de montrer une riposte militaire. Militaire, de faire des attaques militaires contre l'Iran. Et je pense qu'avec cela, il a peut-être montré à l'Iran qu'il n'est pas prêt, il ne sera prêt à tout concéder à l'Iran. Bien. Alors, outre ces deux dossiers brûlants, j'en arrive au troisième, à part donc la Cour internationale de justice et le dossier iranien, qui est le plus chaud. À part ces deux dossiers, on a quand même l'impression, quand on en vient au dossier palestinien, que Paris est loin d'être sur la même longueur d'onde que Jérusalem, dans beaucoup d'autres domaines, mais particulièrement dans cette question palestinienne,
où c'est souvent la France, ces dernières années, et pas seulement, mais c'est souvent la France qui mène la danse à Bruxelles pour exiger des concessions unilatérales d'Israël, pour condamner Israël, et en rendant finalement souvent Israël seul responsable de l'impasse diplomatique actuelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette position française? Est-ce qu'elle dessert les relations bilatérales? On l'a vu lors du voyage de Macron il y a 2 ans en Israël, et il y a quand même quelques tensions. Ok, la France, par son influence sur les Palestiniens, aurait pu encourager les Palestiniens à faire des concessions nécessaires afin de parvenir à un accord avec Israël. Or, les faits des positions françaises ont toujours poussé les Palestiniens à se trancher dans des positions irréalistes et contre-productives et qui ont fait des dégâts, je pense, aux Palestiniens. Alors, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour Israël, pour les Palestiniens et pour la région. Et, mais voilà, vous faites allusion, vous faites allusion à ce propos, au fait que, pas seulement la France, mais comme l'Europe, et la France aussi en tête, à plusieurs reprises, n'agissent pas de manière assez ferme auprès des Palestiniens pour les engager à aller de l'avant, à prendre leurs responsabilités. Et finalement, ils ne ratent pas une occasion de ne pas saisir l'occasion de la paix. Et finalement, cette compassion et je dirais, cette mansuétude permanente des Européens et de la France en particulier vis-à-vis des Palestiniens, qui sont vus comme des underdogs et des victimes, a comme résultat le fait que le leadership palestinien ne s'engage pas, perd du temps, et comme vous le disiez, c'est préjudiciable aussi pour les Palestiniens. Voilà. Alors, plus profondément, si vous permettez, dernière question, il nous reste 3 minutes à peu près. Ces fluctuations à l'aspect souvent passionnel, et depuis de longues années, sans parler de l'époque des autres présidents et surtout de l'époque gaulliste, mais ces relations en clair-obscur, en passionnel entre Paris et Jérusalem, qui sont fauteuses de crise dans ces relations France-Israël. Est-ce que, d'après vous, qui êtes une chercheuse donc, sur le fond des choses, ne sont-elles pas liées à un phénomène socio-historique assez complexe qui continue de travailler, j'allais dire, du dedans de la société française et donc des élites, puisque si ça travaille dans la société, les élites aussi, eh bien c'est leur double culpabilisation à propos à la fois de la collaboration de Vichy, la collaboration de l'État vichysois avec l'occupant nazi pendant donc l'occupation lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le comportement très critiquable de l'armée française durant la guerre d'Algérie, avec comme résultat, surtout pour ce problème de l'Algérie, le traumatisme algérien, le fait que la France ne peut pas lire ni décrypter le conflit israélo-palestinien autrement qu'à travers le prisme de ses propres guerres coloniales passées. Donc on est dans un problème, c'est pas de la sociopsychologie ou l'histoire vue sous l'angle de la psychologie collective, mais il y a quand même quelque chose qui coince sur le fond à cause de ces deux traumatismes entre Paris et Jérusalem. La France a toujours entretenu des relations ambivalentes avec Israël. D'une part, il y a des intérêts en commun. Et d'autre part, la France considère que les relations avec les mondes arabes et musulmans ont un intérêt central, son intérêt central. Et je suis d'accord avec vous que les complexes associés aux colonisations françaises et au colonialisme français jouent un rôle important dans l'attitude de la France envers les conflits israélo-palestiniens. Et je pense que c'est dommage. Bien, écoutez, je vous remercie, Scylla, d'avoir dégagé du temps pour répondre à nos questions. On reviendra avec vous dans quelques semaines sur des sujets plus historiques qui vous sont chers. Et en tout cas, merci pour votre intervention. Bonne santé et à bientôt. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Merci bien. Au revoir.